Un focus particulier de cette chaîne est la structure urbaine des magnifiques villes de l'Antiquité, et surtout de Rome. Nous avons déjà analysé comment Rome devait apparaître après les pillages du 5e siècle, et avons constaté que la structure urbaine était étonnamment bien intacte. Ensuite, nous avons examiné comment Rome aurait apparu à un voyageur au début du 6e siècle jusqu'en 536 après Jésus-Christ, lorsque la guerre gothique a commencé. Et avons constaté que même alors, la structure urbaine était étonnamment bien préservée, avec de nombreux bâtiments ayant été réparés pendant le règne de Théodoric. Dans les prochaines vidéos, nous examinerons ensuite l'époque où le déclin de Rome commencerait vraiment à s'accélérer, à savoir après les guerres gothiques. Nous analyserons ensuite comment Rome est passée de ceci à cela, à ceci, à cela, à ceci et enfin à cela. Mais avant de faire cela, qu'en est-il de l'apogée de Rome ? Quand aurions-nous pu voir Rome dans toute sa splendeur ? Quand la ville aurait-elle été la plus impressionnante ? Si vous demandiez à quelqu'un quand il ou elle pense que l'apogée de Rome était, cette personne vous répondrait très probablement pendant le règne d'Auguste. Le règne d'Octavien Auguste est souvent considéré comme l'apogée de Rome à différents égards, mais surtout en CE qui concerne l'activité de construction. Il aurait soi-disant dit sur son lit de mort « J'ai trouvé une Rome de briques, je vous laisse à une de marbre ». Cela signifie qu'avant son règne, Rome était principalement construite de bois et de briques. Et après son immense activité de construction, Rome a été transformée et présentée avec de magnifiques temples, théâtres et formes de marbre, avec une splendeur jamais vue auparavant. C'était sûrement une déclaration exagérée, mais nous pouvons imaginer quel type de transformation la ville de Rome a subi pendant les 41 ans de règne du premier empereur. Mais que diriez-vous si je vous disais que si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous pouviez visiter Rome dans le passé, vous seriez assez étonné de constater que le zénith de Rome, où Rome était à son apogée, où la ville se vantait des bâtiments les plus grandioses et impressionnants, où l'activité de construction avait atteint son apogée, était très tard dans l'histoire de l'Empire romain. En fait, si tard que beaucoup pensent à tort que, à ce moment-là, l'ère de la décadence avait déjà commencé, ce qui n'est en réalité pas vrai. Pour comprendre ce qu'était cela, ou pourquoi c'était le cas, nous devons nous occuper de l'empereur Maxence, un empereur qui jusqu'à récemment a été peint sous un jour très négatif. Maxence était le fils de Maximien, l'un des 4 empereurs de la tétrarchie de Dioclétien. Après l'abdication de Dioclétien, la tétrarchie a cessé de fonctionner. Et les Romains ont fait ce qu'ils ont toujours fait de mieux, à savoir régler leurs problèmes avec d'énormes guerres civiles, qui ont coûté des milliers et des milliers de vies, et ont grandement affaibli les armées et l'économie de l'Empire. Maxence résidait à Rome lorsque des émeutes ont éclaté, probablement à cause de rumeurs, selon lesquelles d'autres empereurs dissoudraient la garde prétorienne, et à cause de rumeurs, selon lesquelles Rome perdrait son statut spécial, et serait taxée comme les autres villes de Rome. Maxence était l'empereur de Rome, et il était le premier empereur de Rome à l'Empire. En fait, Maxence ne s'est pas proclamé empereur, mais il a été persuadé d'accepter le titre par les officiers des garnisons de Rome, selon l'historien romain oriental Zosime. Il a donc été proclamé empereur le 28 octobre 306 après Jésus-Christ, seulement environ 3 mois après que Constantin a été proclamé empereur à York. C'était une époque chaotique et je vais certainement devoir faire quelques vidéos sur ces guerres civiles, car beaucoup de choses folles se sont passées à cette époque. Par exemple, Maxence a réussi à vaincre 2 empereurs marchant sur Rome car il était considéré comme un usurpateur par les autres empereurs de la tétrarchie. D'abord, l'empereur Sévère a marché sur Rome, mais comme la plus grande partie de ses armées avait servi sous Maximien, le père de Maxence, elles ont massivement fait défection en faveur de Maxence. Maxence leur a aussi proposé des stimulants financiers. Ensuite, Galerius a également essayé de vaincre Maxence. Il a donc également marché avec une grande armée sur Rome, mais il a subi le même sort que Sévérus avant lui, à savoir que son armée a fait défection en masse vers Maxence, après que ce dernier ait de nouveau réussi à offrir de grosses sommes d'argent, et par l'autorité du père de Maxence Maximien, qui résidait désormais également à Rome. Cependant, la relation père-fils entre Maximien et Maxence n'était vraiment pas la meilleure, car peu de temps après,
En avril 308, Maximien a essayé de déposer son propre fils devant un grand rassemblement de soldats. Mais les troupes sont restées loyales à Maxence. Après cela, Maximien s'est enfui chez Maxence, rival Constantine. Alors la prochaine fois que vous pensez avoir une mauvaise relation avec votre père, pensez à ce que Maxence a dû ressentir dans cette situation. Maxence a dû faire face à de nombreux autres problèmes. Par exemple, une rébellion en Afrique qui a entraîné une pénurie de céréales, car la province s'était séparée de sa partie de l'Empire en 308. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il a pu réprimer la rébellion en envoyant son préfet du prétoire Rufius Volusianus en Afrique qui a vaincu l'usurpateur Domitius Alexandre. Ainsi, ce n'est que 3 ans plus tard que l'approvisionnement en céréales à Rome a été rétabli. Et enfin, bien sûr, Constantin lui-même marcherait sur Rome où la légendaire bataille du pont Milvien aurait lieu en 312 après Jésus-Christ. Et Maxence trouverait sa fin. Mais dans le temps de 306 à 312, Maxence a en fait commencé la construction de certains bâtiments très impressionnants à Rome et à proximité, le dernier empereur à construire des bâtiments d'une telle échelle et magnitude à Rome, en utilisant de la pierre provenant de carrières lointaines. Car plus tard, même dès le règne de Constantin, une pratique commencerait, où les vieux bâtiments tombés en négligence seraient utilisés comme matériaux de construction pour ériger de nouveaux bâtiments. Mais sous Maxence, nous verrions la dernière activité de construction de véritables bâtiments impériaux d'une échelle magnifique, alors que tous les bâtiments ultérieurs n'étaient plus aussi impressionnants, à l'exception peut-être des thermes de Constantin. Rome commencerait bientôt le long et brutal processus d'auto-cannibalisation et serait transformée d'une splendide et magnifique cité impériale à la décadence totale du début du Moyen-Âge. À Rome, Maxence a fait construire 2 magnifiques bâtiments au cœur traditionnel de Rome, à savoir directement au Forum Romanum. L'un est le temple de Romulus, non pas le fondateur légendaire de Rome, mais le fils de Maxence Valerius Romulus, ou parfois aussi appelé Marcus Aurelius Romulus, qui fut le premier empereur de Rome. Valerius Romulus, fils de Maxence, est parfois appelé Marcus Aurelius Romulus, est mort jeune en 309 A. Pour honorer son fils, il l'a fait diviniser avec cette magnifique structure, bien qu'il y ait aussi des spéculations selon lesquelles cela pourrait être une reconstruction du temple de Jupiter Stator. Le temple subsiste encore aujourd'hui, bien sûr sous une forme beaucoup moins grandiose, car certaines parties du temple n'ont pas survécu aux nombreux siècles. Ce qui a survécu a duré plus de 10 siècles, principalement parce qu'il a été converti en l'église des saints Cosme et Damien en 527 après Jésus-Christ. Et veuillez vous abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune future vidéo sur de nombreux sujets concernant l'Empire romain tardif. Merci mes amis. Une autre structure bien plus impressionnante, également commencée par Maxence en 308 après Jésus-Christ, est la gigantesque basilique de Maxence qui a également survécu en partie jusqu'à ce jour. Cette gigantesque basilique est vraiment majestueuse, et nous pouvons voir ici pour la dernière fois un bâtiment d'une telle envergure, construit au cœur de Rome. Dans cette peinture ici de Joseph Bullmann, nous voyons la basilique du point de vue du tabularium. Et nous la voyons encore en construction. En effet, la basilique était encore en construction. Elle était en construction lorsque Maxence avait été vaincu par Constantin à la bataille du pont Milvien, de sorte qu'elle serait terminée sous Constantin. Ce bâtiment impressionnant combinait des techniques d'ingénierie connues de la construction des marchés de Trajan et des thermes de Dioclétien et n'était pas utilisé comme une église, mais comme une salle de réunion et un bâtiment administratif. Il a survécu pendant très longtemps et a été partiellement détruit par les Romains, mais était détruit lors de 2 tremblements de terre, l'un en 847 après JC et le second en 1349 après JC. En dehors de Rome, sur la Via Appia, Maxence a également commencé à construire un impressionnant complexe de monuments. Il a construit un cirque très grand, seulement surpassé en taille par le Circus Maximus lui-même. Alors que le Circus Maximus avait une longueur de 621 mètres et une largeur de 118 mètres, Le cirque de Maxence affichait tout de même une longueur impressionnante de 503 mètres et une largeur de 91 mètres. Mais comparé au Circus Maximus, qui pouvait accueillir un incroyable nombre de 150 000 spectateurs, ce cirque avait beaucoup moins de sièges et ne pouvait accueillir qu'environ 10 000 personnes. Pourtant,
Avec une longueur de 503 mètres, c'était le deuxième plus grand cirque romain jamais construit, et c'était le plus grand cirque du monde. Il était encore plus long que l'hippodrome de Constantinople, qui mesurait 450 mètres de long et 100 mètres de large. Cependant, l'hippodrome pouvait également accueillir beaucoup plus de personnes, à savoir environ 100 000. Le cirque a apparemment été utilisé une seule fois, probablement en 309 après Jésus-Christ. Maxence y a organisé des jeux de course pour honorer son fils défunt Romulus. Pendant le cirque, Maxence a fait construire un mausolée, probablement comme tombeau familial, mais seul son fils Valerius Romulus y a été enterré. On peut dire qu'à l'inverse de Maximien qui a tenté de faire un coup d'état contre son propre fils, Maxence, en revanche, semble vraiment avoir été extrêmement attaché à son fils. Un troisième bâtiment a également été commencé près du cirque et du mausolée. À savoir, un troisième bâtiment. Après la mort de Maxence au pont Milvien, le site a été complètement abandonné et est tombé en ruine dans les siècles suivants. Ainsi, ces structures magnifiques, à l'intérieur et à l'extérieur de Rome, étaient les dernières d'une telle grandeur et nous sommes assez surpris de trouver une activité de construction d'une telle ampleur aussi tard que le début du IVe siècle. Maxence était le dernier empereur à saisir la structure du bâtiment. Le dernier empereur à comprendre l'importance de Rome pour l'Empire romain? Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, car Procopius Anthemius, que je considère comme le dernier bon empereur de l'Empire romain d'Occident, résidait également en permanence à Rome dans le palais des Césars sur la colline du Palatin, et Rome était pour la dernière fois la capitale de l'Empire. Pendant son règne de 467 à 472 après Jésus-Christ, je ne sais pas si c'est vrai. Néanmoins, les projets de construction de grande envergure de l'époque de Maxence n'étaient plus possibles dans l'Empire romain d'Occident. Après la victoire de Constantin au pont Milvien, il ordonna de retrouver le corps de Maxence, qui s'était noyé dans le Tibre, fit enlever la tête de Maxence et la fit défiler lors de sa célébration de victoire dans les rues de Rome. C'était un noble empereur chrétien, ce n'était plus le cas. Puis il fit exécuter une damnatio memoriae sur Maxence. C'est pourquoi Maxence n'est pas un empereur vraiment bien connu à ce jour, car peu de sources le concernant ont survécu à cette damnatio. Mais ce n'est pas tout. Il a également été systématiquement diabolisé et présenté comme un tyran cruel, sanguinaire et incompétent par la propagande d'État de Constantin. Cela a même été repris plus tard par les chrétiens. Il y a de nombreux écrivains chrétiens, comme Lactance, qui ont présenté Maxence comme hostile au christianisme, alors qu'en réalité, Maxence était tolérant envers le christianisme et n'a pas persécuté les chrétiens. En raison de la damnatio memoriae de Constantin à l'égard de Maxence, en raison de la propagande et des écrits de certains érudits chrétiens, la vision de Maxence en tant que tyran maléfique a persisté jusqu'au XXe siècle. Ce n'est que récemment que les chercheurs ont changé cette vision, et Maxence a lentement commencé à émerger comme un empereur qui a peut-être été injustement perçu sous un jour aussi négatif. Et avec la mort de Maxence, la dernière grandeur impériale de Rome est également morte. Ainsi Rome avait atteint son apogée, et avec la victoire de Constantin sur Maxence, Rome serait condamnée. Mais au début, Constantin semblait vouloir enrichir Rome avec des bâtiments, comme son prédécesseur. Donc au début, le règne de Constantin a commencé plutôt bien pour la ville. La grande basilique Saint-Pierre a été commencée par Constantin entre 318 et 322 après Jésus-Christ. En dehors de la ville, sur le site du cirque de Néron, qui à cette époque était déjà en ruine. En réutilisant le matériel de construction du cirque, cette magnifique basilique a été construite, qui a subsisté jusqu'au XVe siècle, mais qui était déjà en mauvais état à cette époque, de sorte que la nouvelle cathédrale Saint-Pierre a été construite à sa place. Constantin avait beaucoup d'autres projets de construction pour la ville. Il a fait construire de nouveaux bains et un arc de triomphe près du Colisée, les deux structures portant son nom. On pense également que l'arc de Janus a été ajouté par lui. Cependant, comme il s'était maintenant converti au christianisme, la plupart de ces nouveaux projets de construction seraient des églises. Le Sénat et l'aristocratie païens ont donc commencé à se retourner contre Constantin, et l'opposition a commencé à monter contre sa christianisation de l'ancienne capitale païenne. Cela a conduit à une rupture ouverte entre le Sénat romain et Constantin. En 326 après Jésus-Christ,
À ce stade, il avait réussi à vaincre son rival, l'empereur de l'Est, Licinius, et était ainsi devenu le seul dirigeant de l'Empire. Et maintenant, il a trahi Rome, l'ancienne capitale, car il voulait une ville pour sa nouvelle foi, où le christianisme pourrait prospérer. Ce déplacement de la base de pouvoir vers l'Est marquerait le début du déclin de la ville de Rome. Tout d'abord, il a pillé Rome de nombreuses statues et richesses afin d'ajourner sa nouvelle capitale à l'Est. Oui, un empereur romain a effectivement pillé Rome. Deuxièmement, en déplaçant la capitale à l'Est, de nombreux sénateurs, aristocrates, artisans et gens du commun ont dû quitter Rome à la fin du XIXe siècle. Des départs en masse ont suivi, de sorte que Rome a commencé à perdre de la population. Si la ville comptait 1 million d'habitants en l'an 312, ce nombre tomberait à 800 000 en l'an 400 après Jésus-Christ. De plus, le déplacement de la base de pouvoir vers l'Est a donné à la moitié orientale de l'Empire une meilleure position géographique et les provinces les plus riches. Cela renforcerait à son tour l'Est mais affaiblirait l'Ouest, ce qui s'avérerait désastreux pour l'Empire romain d'Occident 150 ans plus tard. C'est ainsi que le véritable apogée de Rome était sous Maxence, et au début des années de Constantin jusqu'au début des années 320 après Jésus-Christ. À cette époque, Rome resplendissante d'or et de bronze semblait d'une splendeur incroyable. Cependant, l'apogée réelle de Rome était sous Maxence et au début du règne de Constantin, jusqu'au début des années 320 après Jésus-Christ, surpassant l'Empire romain d'Occident 150 ans plus tard. Rome, à cette époque, aurait paru magnifiquement splendide au-delà de toute croyance avec des milliers de statues d'or et de bronze, des centaines de temples, des dizaines de forums impériaux, des amphithéâtres gigantesques, des dizaines de milliers d'insulae, une ville qui émerveillait tous les visiteurs du monde entier, véritablement une merveille du monde antique. Mais dès que Constantin a décidé de déplacer la capitale vers l'Est, le déclin de Rome a commencé. Nous commençons seulement maintenant à comprendre que Maxence, ce prétendu tyran maléfique, était en fait le dernier empereur à construire des monuments massifs et grandioses à une échelle impériale grandiose, qui surpassaient même les bâtiments ultérieurs de Constantin, et parmi ceux-ci, la basilique de Maxence était particulièrement monumentale. Nous ne pouvons que spéculer sur ce qui se serait passé, surtout avec Rome si Maxence avait remporté la bataille. Cela servira en fait de point de divergence fascinant pour une future vidéo où nous explorerons ce scénario hypothétique fascinant. Rome aurait peut-être conservé son importance, Constantinople n'aurait peut-être pas existé, l'Occident n'aurait peut-être pas chuté si tôt, et l'histoire aurait été complètement différente. Mais alors que dans notre chronologie Rome commencerait bientôt à tomber, il en serait de même pour la capitale à l'Est et la capitale à l'Est. Et bien sûr, nous en parlerons également en détail dans de futures vidéos, où nous analyserons en détail la structure urbaine de la nouvelle capitale à l'Est. Et maintenant, vous pouvez même nous soutenir sur Patreon afin qu'avec votre aide, nous puissions grandement améliorer la qualité de production de nos vidéos, par exemple en créant des animations ou des dessins personnalisés. De plus, en devenant un Patreon, vous bénéficierez de nombreux avantages, tels que faire partie de notre communauté de serveurs Discord, et pour les rangs Patreon plus élevés, même suggérer des sujets ou participer à des live streams exclusifs. Et vous pouvez également nous soutenir directement ici sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre, avec des avantages similaires à ceux sur Patreon. Je dis merci chers téléspectateurs, et surtout un grand merci à tous ceux qui ont soutenu tous nos Patreons, et à toutes les personnes qui nous ont fait un don via PayPal. Adieu, jusqu'à la prochaine vidéo chers amis de l'histoire romaine, et Beneval. Transcription par Casting Words.